Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur le plateau d'On se dit tout sur Média TV. Très heureuse de vous retrouver, de retrouver bien sûr toute l'équipe qui m'accompagne à la préparation et à la réalisation d'On se dit tout. Alors comme à chaque rendez-vous, deux sujets à traiter, l'après-AVC, quelle prise en charge, et puis ensuite on enchaînera sur l'interview avec le professeur Koutani Abdellatif, il est urologue et on va parler des dysfonctionnements de la prostate. A tout de suite pour les détails. Eh bien, vous vous dites sûrement pourquoi l'AVC, nous en a parlé il y a quelques semaines. Eh bien, justement, on a eu beaucoup de retours. On a fait de la prévention avec le docteur Merim Nemaoui. Ça, c'était le sujet de l'AVC, comment détecter la crise, il y a quelques semaines de cela. Et suite à cela, beaucoup de retours de la part de spécialistes, mais également de téléspectateurs. Que faire après la crise? Si la crise est là, comment se fait la prise en charge? Eh bien, justement, j'ai rassemblé autour de moi un panel d'experts aujourd'hui pour vous en parler. Elle a accepté de revenir, Merim Nemaoui, neurologue. Merci beaucoup, docteur, d'être là. C'est un plaisir de vous revoir. Merci. On a également avec nous Yahya Al-Qaiti, qui est rééducateur ostéopathe. Bonjour Sidi. Bonjour, un plaisir partagé, madame. Merci beaucoup. Hind Mouammar, vous êtes neuropsychologue. Bonjour. Et puis après le break, on aura avec nous Sarah Hay, qui est orthophoniste. On reprend par le commencement en fait. La crise, comment la détecter? Comment savoir que ce qui est en train de se passer, c'est un AVC? Alors, on reprend brièvement la définition. Donc, on disait que l'AVC, c'est une interruption brutale, j'insiste beaucoup sur le caractère brutal, de l'arrivée du sang au niveau du cerveau, donc au niveau d'une région du cerveau, et cela va se manifester cliniquement, très souvent par une hémiplégie, c'est-à-dire que le patient va ressentir une lourdeur au niveau d'un hémicorps. Il peut également perdre la parole, donc brutalement, le patient ne va plus pouvoir parler ou ne va plus pouvoir s'exprimer normalement. Ça peut être... Il perd conscience? Il peut perdre conscience, oui. Pas forcément. Pas forcément, mais ça peut se manifester par une perte de connaissance quand l'AVC est massif. Ok. Il peut également perdre juste l'usage d'un de ses membres, pas forcément une hémiplégie, donc le membre supérieur ou le membre inférieur. Il peut aussi perdre la mémoire, être complètement désorienté, avoir comme une confusion mentale. Et ça dure combien de temps tout ça? Normalement, la définition de l'AVC, c'est que ça va durer un peu dans le temps parce que c'est un déficit qui s'installe brutalement, mais qui dure. Qui dure dans le temps. Oui. C'est-à-dire que si je perds une partie de, si je perds l'usage d'un membre, si je n'arrive plus à parler, ça ne va pas se remettre en place très vite. Non. C'est-à-dire, il faut aller consulter. Voilà. Très bien. Il faut aller consulter immédiatement, de façon très urgente. Alors, on va on va dire, dans le meilleur des cas, oui, dans une unité neurovasculaire, donc dans un service d'unité neurovasculaire, mais on peut aussi se diriger vers la clinique la plus proche on va aux urgences. Voilà, en fait. une clinique ou un hôpital où il y a un scanner, au mieux une IRM, ce serait l'idéal. Mais ça, on ne le sait pas. C'est-à-dire qu'on ne repère pas à l'avance les unités ou les cliniques ou les hôpitaux où il y a l'IRM, où il y a le scanner. Mais si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Je vais aux urgences tout court? Oui, exactement. Les urgences, et ces urgences les plus proches, s'ils n'ont pas le matériel ou les techniques nécessaires, ils vont nous rediriger vers un centre spécialisé. Très bien. Alors, une fois que je me dirige vers un centre hospitalier ou vers une clinique, quand je vais aux urgences, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va me faire? On va être accueilli par un urgentiste qui va déterminer le degré de l'urgence. Donc, il va tout de suite, normalement, faire pratiquer une imagerie cérébrale et puis appeler un neurologue. Mais ça va se faire dans la demi-heure. C'est-à-dire que c'est très rapide. urgent. Voilà. C'est rapide. Très, très D'où l'importance de se rendre rapidement chez un spécialiste. Exactement. OK. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment on mesure le degré d'atteinte du cerveau? Alors, il y a plusieurs façons de le mesurer. Quand un patient présente des troubles de la vigilance, et qu'on fait un scanner et que la taille de l'AVC est importante sur le scanner ou sur l'IRM, là, déjà, on sait que le pronostic ne va pas être vraiment bon. Okay. Parfois, il faut savoir aussi que l'AVC, c'est mortel. Ça peut être mortel, voilà, absolument. Ça peut être mortel quand c'est un AVC massif, accompagné au nom de troubles cardiaques ou d'autres pathologies, ça peut être mortel. Dans les autres cas, l'AVC peut être de moindre taille et peut se manifester par des symptômes beaucoup moins importants que des troubles de la vigilance. Ça peut être une simple, comme je vous ai dit tout à l'heure, une simple hémiplégie ou une perte de la parole
parole, ce qui est la plupart des tableaux. Voilà, d'accord. Mais justement, on va voir comment se fait la prise en charge. Donc, une fois que le diagnostic est posé, on sait que c'est un AVC, le diagnostic est posé par le neurologue. Quel est le protocole de la prise en charge? Alors, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est si le patient arrive dans les 6 heures. Avant que l'AVC ne s'étende, ou surtout, ça doit nous permettre de mettre en place un traitement urgence dont on a parlé la dernière fois, c'est la thrombolyse. Oui, et ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le meilleur des cas. Donc ça, c'est un traitement à part qui n'existe pas dans tous les centres, il n'existe que dans certains centres au Maroc. Exactement. Donc nous, on va parler, en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vraiment dans le général, ce qui est le plus commun, ce qui doit se faire. Le plus commun, c'est que le patient, immédiatement à la suite de son admission aux urgences, va bénéficier de l'imagerie cérébrale, il va être vu par un neurologue et immédiatement, il va subir des examens complémentaires, cardiaques, un bilan sanguin et il va être mis en condition. On appelle ça une mise en condition. Il va certainement être hospitalisé en réanimation. Donc, où il va bénéficier de traitements par voie intraveineuse, adapter son mode de vie ancien. C'est-à-dire que quand on va recevoir un patient qui a une hypertension artérielle, un patient qui a un diabète, un patient qui a une cardiopathie, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut absolument prendre en charge en urgence pour pouvoir améliorer le pronostic de l'AVC. D'accord. Donc, à prendre en charge en urgence tout le volet médical pur pour stopper l'AVC. Maintenant, la prise en charge de l'AVC, après la crise, c'est une prise en charge pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce qu'il faut sauvegarder au maximum les compétences d'autonomie des personnes victimes d'AVC. Alors, qui intervient avec vous, justement, directement dans le milieu hospitalier? Qui est supposé intervenir? Alors, les personnes qui interviennent en urgence, ce sont les réanimateurs et les neurologues, c'est normal. Une fois la phase aiguë passée, Qui dure combien de temps? Ça dépend des patients. Il y a des patients pour lesquels la phase peut durer 48 heures. On sait que déjà que les lésions sont fixées, on peut déjà passer la main aux autres spécialistes. Et il y a des patients pour qui ça dure un peu plus longtemps. Ça dépend en fait du tableau initial. Est-ce qu'il y a des troubles à vigilance ou pas? Est-ce qu'il y a des choses à régler par rapport à une cardiopathie éventuelle ou autre? Mais tout ce qui est troubles de la vigilance, toutes ces choses-là, est-ce que c'est à voir avec le neuropsychologue? Est-ce que le neuropsychologue établit aussi un diagnostic avec le neurologue pour savoir quelles sont justement ces fonctions cérébrales touchées? Alors, le neuropsychologue ne va pas agir en phase aiguë, il va agir vraiment juste après pour estimer, justement, évaluer un petit peu les fonctions cognitives qui ont été altérées par l'AVC. Donc, c'est vraiment le site et l'étendue de la lésion qui va déterminer un petit peu les fonctions cognitives qui vont être altérées et pour la suite, après, proposer une prise en charge adaptée en fonction des difficultés. Mais l'idéal pour vous, en tant que spécialiste, c'est d'intervenir pour l'évaluation quand le patient est encore hospitalisé ou une fois qu'il rentre chez lui? Dans l'idéal. Il faut quand même aussi laisser, je pense, le temps au patient de récupérer, à la fois physiquement, mais aussi un petit peu moralement. Donc lui laisser un petit peu le temps. Ensuite, quand il rentrera chez lui, s'il peut rentrer chez lui, on pourra mettre en place à ce moment-là la rééducation cognitive. Mais normalement, rapidement. Oui. Parce que en préparant l'émission, vous m'avez dit, des fois, il m'arrive de recevoir des patients 3 ans après un AVC. Oui, c'est-à-dire, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est le manque d'information. C'est le manque d'information des patients qui ne savent pas, qui ne sont pas aussi informés qu'il peut y avoir une rééducation pour prendre en charge leurs troubles cognitifs, tels que des troubles d'attention, des troubles de la mémoire, des troubles du langage, et que plus on va mettre en place cette rééducation tôt et de façon précoce, plus on pourra un petit peu retrouver des capacités cognitives. On ne peut pas forcément tout récupérer, mais on peut au moins en tout cas limiter l'altération. On va essayer d'apporter ça encore plus vers le téléspectateur qui nous suit. Les capacités cognitives, c'est quoi? Et un AVC, qu'est-ce qu'il a tendance un petit peu à détruire chez la personne? En fait, les capacités cognitives, c'est toutes les capacités supérieures d'une personne. C'est tout ce qui touche à la mémoire, tout ce qui touche au langage, tout ce qui touche aux capacités d'attention, de concentration. Et donc, forcément, toutes ces fonctions-là sont gérées par des aires cérébrales dans le cerveau. Donc, quand il y a une lésion, forcément, ces fonctions-là vont être altérées. Et donc, c'est justement là aussi le site, la région du cerveau qui va être touchée, qui va
qui va déterminer les différentes capacités cognitives qui vont être altérées. Donc, alors, on va voir justement ce que vous mettez en place pour essayer de sauver ce qui a sauvé, essayer de rattraper toutes ces choses-là. Vous, monsieur Yahya El-Kaïti, vous êtes rééducateur ostéopathe. À quel moment vous intervenez dans la chaîne de soins? Nous, on travaille en complicité très intime avec pluridisciplinaire avec les neuros, les réanimateurs. Normalement, plus tôt c'est fait, mieux c'est. C'est-à-dire? Alors, le patient, dès son installation dans un milieu hospitalier, alors il faut commencer à le prendre en charge. Alors, en jouant sur la qualité tout d'abord de l'installation, pour éviter d'éventuelles séquelles d'ordre neuromoteur, normalement à s'installer. C'est-à-dire quand le patient rentre chez lui, vous voulez dire? Non, même avant. À l'hôpital? À l'hôpital. D'accord. L'installation, c'est-à-dire l'installation de la chambre? L'installation du patient. Du patient, par exemple. Alors, tout en commençant, par exemple, dès le... je voulais aborder un sujet avant. Je rajoute un tout petit peu, normalement, à ce que a dit mon ami, le docteur Maoui. Alors, nous, autant de rééducateurs, on répartit normalement l'AVC de l'adulte. Il faut pas le mélanger avec l'AVC de l'enfant. Oui, bien sûr. Là, on parle de l'AVC de l'adulte. Alors, l'AVC de l'adulte, il a une prise en charge tout à fait à part. Alors, les signes, normalement, il fallait savoir normalement les signes précurseurs normalement de l'installation d'un AVC. À partir normalement de son installation dans un milieu hospitalier, d'accord? Alors il faut prendre... Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, monsieur Yahya El-Kaïti? Alors, ça dépend. Alors, avec, bien sûr, avec coordination avec le médecin traitant, bien sûr, on va essayer d'établir un plan de traitement qui va de pair avec la personne touchée. Ça dépend de l'air touché, ça dépend de... Mais bien sûr, chaque cas est précis. C'est sûr qu'on ne peut pas donner une réponse précise pour chaque cas. Mais exactement, de façon générale, pour vous, en tant que spécialiste, vous voudriez intervenir dans la chaîne de soins, idéalement à partir de quand? Pour vous, le meilleur moment de l'intervention, c'est quand? C'est en milieu hospitalier ou à la maison? Non, en milieu hospitalier, normalement. Nous, on répartit notre... Alors, les 10 premiers jours, le traitement, c'est jouer sur la qualité, normalement, des soins. D'accord. Vous faites quoi, par exemple? Alors, déjà, l'installation, ça commence par l'installation du patient. Alors, il ne faut pas le mettre dans une position, il peut avoir normalement des complications, genre attitude vicieuse, d'accord? C'est-à-dire? Alors, de façon plus simple. Alors, il faut éviter tout ce qui est nursing. Alors, tout ce qui est nursing, il faut, bien sûr, avec les infirmiers qui sont installés au chevet du patient tout le temps, alors il faut jouer sur l'installation. Par exemple, le changement... C'est quoi tout ce qui est nursing? Le changement de position toutes les 3 heures. D'accord? Pour qu'il ne fasse pas de troubles, par exemple, d'installation des escarres. D'accord? Alors, essayez de donner de l'autonomie aux patients, le plus d'autonomie possible. Mais comment vous faites? Comment vous agissez? Comment vous travaillez? Alors, l'hémiplégie ou l'hémiparésie, normalement, ça dépend si c'est une hémiplégie avec paralysie ou juste une paresse musculaire. Normalement, il faut stimuler normalement l'organe ou la partie touchée. Voilà. Est-ce qu'il faut commencer une stimulation très tôt? Bien sûr. Dès le départ? Bien sûr. Mais est-ce que vous remarquez, de par votre pratique, une arrivée tardive des patients chez vous? Ben oui. Malheureusement, normalement, plus la prise en charge est lente, plus on aura un tableau plus ou moins compliqué du patient. Myriam? Je voulais rajouter une chose, c'est que une fois que le patient est dans un milieu hospitalier, tout de suite, le neurologue appelle tout de suite le rééducateur au chevet du malade. Parfois, ça peut se faire dans la même journée. C'est-à-dire que le patient est vu le matin, il a déjà reçu tous les examens, il a déjà fait tous les examens nécessaires, et l'après-midi, il peut recevoir sa première séance de rééducation. Donc ça, la première phase, c'est la rééducation. La deuxième phase... On parle directement de rééducation. Ah oui. Et après, c'est la réhabilitation. Donc ça, c'est deux choses différentes. C'est quoi la différence, justement? Alors, la rééducation, c'est de pouvoir rendre à la personne une fonction qu'elle a perdue. Et donc, de la rendre le mieux possible, on va dire. Peut-être que même, elle va récupérer complètement. La réhabilitation, c'est autre chose, c'est de faire... La réadaptation, c'est de faire en sorte que la personne puisse vivre avec son handicap. Donc ça, c'est...
autre chose. C'est après. D'accord. Ça interviendra une fois que le handicap est bien installé. On sait que le patient ne va pas récupérer 100% de ses fonctions. Donc, on essaye de le laisser profiter de la fonction qu'il a récupérée au maximum. Optimisation du capital résiduel. Absolument. Mais alors, ça, vous le savez à partir de combien de temps que, par exemple, telle fonction est perdue et qu'un handicap s'installe? C'est combien de temps après l'AVC? Alors, je rejoins toujours ce que a dit Dr Nmaoui. Alors, nous, on commence tout d'abord par un testing. Normalement, c'est un bilan musculaire, d'accord, qui va évaluer la capacité, normalement, d'ordre moteur chez la personne. Éventuellement le jour même? Le jour même. Mais parfois, ces personnes sont dans un coma. Ah, alors ça, c'est autre chose. OK. D'accord. Alors, normalement, pour qu'il fasse un testing, il faut qu'il soit conscient. Conscient, d'accord. Parce que ça va refléter l'état neuromoteur. Si on parle de neuromoteur, il faut que la personne soit vigilante. Okay. D'accord. Alors, on va établir un bilan bien précis, avec des cotations bien précises, et au dépend de ces cotations, on va orienter notre prise en charge. D'accord. D'accord. Alors... toujours en milieu hospitalier. Bien sûr. C'est quotidien. Bien sûr. Jour. Alors, c'est un bilan à la fois évaluatif, d'évolution et d'évaluation. D'accord. Okay. On évalue et grâce à ce bilan, on va le refaire, qu'on va avoir une idée sur l'évolution du patient. Okay. D'accord. Alors, ce qu'on aura comme résultat de ce genre de bilan, ça va diriger normalement notre protocole de prise en charge. Mais cette évaluation ne devrait pas se faire avec le neuropsychologue également? Non, ça, ce sont des bilans typiquement spécifiques aux rééducateurs. D'accord, donc c'est typiquement musculaire. Oui, ce sont nos outils de travail avec le patient. D'accord. Alors, si on juge qu'une faculté ou qu'une capacité normalement est défectueuse, alors, par ordre de priorité, il faut s'orienter à commencer par ce qui est prioritaire et passer au secondaire. Et ce qui est prioritaire, vous le déterminez avec qui? Avec le patient? Bien sûr, grâce à ces bilans-là. Non, mais est-ce que vous échangez avec le patient? Vous lui dites, écoutez, on peut sauver ça ou ça? Est-ce que... Si le patient est normalement apte et il coopère, tant mieux. Sinon, c'est avec la famille ou l'entourage, bien sûr, sous l'égide d'une équipe pluridisciplinaire. D'accord. Donc, en fait, si on retient bien, ceux qui interviennent en premier lieu, c'est bien sûr les neurologues et les rééducateurs physiques. Donc, ostéopathes, kinés. Ça, c'est vraiment on parle de rééducateur. Là, c'est la rééducation. Parce que la rééducation, comme elle vient le signaler le Dr Nmaoui, la rééducation, c'est essayer de rétablir une fonction qui a été perdue suite à une affection quelconque. D'accord. On avait normalement c'est pas de l'éducation, c'est de la rééducation. C'est pour cela qu'on a tranché. Est-ce qu'on travaille avec un adulte ou un enfant? Oui, bien sûr. L'adulte, c'est la rééducation. Or, c'est de l'éducation thérapeutique pour l'enfant. Parce qu'il n'avait pas cette fonction au préalable. D'accord. Vous m'avez compris? Je comprends parfaitement. Alors, au détriment ou au dépend de ce qu'on va avoir, normalement, on va tracer notre ligne de prise en charge. D'accord. On va revenir à la prise en charge par le neuropsychologue. Hind Bouamar, est-ce qu'une personne qui semble ne pas avoir justement de séquelles suite à un AVC peut en cacher? Oui, bien sûr. Bien sûr, on peut tout à fait avoir des troubles de l'attention, on peut tout à fait avoir des troubles de la mémoire qui peuvent passer inaperçus. Mais quand on va faire une évaluation cognitive avec des tests standardisés, on va comparer les capacités actuelles du patient avec des personnes témoins, on va se rendre compte qu'il y a des difficultés qui peuvent passer inaperçues pour l'entourage ou pour le patient lui-même. Mais c'est assez rare. C'est-à-dire que la plupart du temps, les difficultés sont quand même visibles. Quand vous dites personne témoin, c'est personne de l'entourage ou... Non, c'est quand on évalue, par rapport au test, quand on évalue, on a des scores témoins auxquels on va comparer le score du patient. Alors pour tout ce qui est, par exemple, trouble de l'équilibre, ça c'est pris en charge par le neuropsychologue ou par le rééducateur? On va aller du côté du rééducateur. Alors on peut travailler ensemble. Mais ensemble, je pense que c'est un problème neuro. Pour simplifier, tout ce qui est diagnostic et orientation de soins, c'est l'affaire du neurologue. Oui. Après, le neurologue il est dans l'obligation de communiquer l'état du patient au rééducateur et au neuropsychologue. Et tout ce qui est moteur, physique,
ça va faire appel au kinésithérapeute. Tout ce qui est fonction cérébrale, réflexion, attention, mémoire, parfois des troubles d'exécution de certaines choses, voilà, c'est le neuropsychologue. Ça, c'est pour simplifier. Tout ce qui est cérébral et mental, c'est plus l'affaire du neuropsychologue. Et tout ce qui est moteur et physique, c'est plus le... Mais ça se croise aussi, Ouais, bien ça sûr. n'empêche. Bien sûr, c'est un tout. Ça, c'est juste pour simplifier. D'ailleurs, la plasticité cérébrale, ça fait appel aux deux. C'est un mécanisme. En fait, la plasticité cérébrale, c'est quoi? C'est la capacité du cerveau à trouver de nouvelles régions qui vont prendre en charge certaines fonctions qui ont été perdues pendant l'AVC. D'accord. C'est possible. On développe de nouvelles régions. Exactement. Donc en fait, le cerveau n'est pas un muscle rigide. C'est pas un muscle déjà. N'est pas un organe. Voilà. C'est un organe qui est en perpétuel. Parce qu'on dit muscler son cerveau. Oui, c'est juste une expression. Mais en tout cas, la plasticité cérébrale, c'est un phénomène qui fait l'objet de plusieurs études maintenant, et c'est le plus intéressant dans tout ce qui est études sur les AVC. C'est vraiment cette capacité qui est très très intéressante et qui permet aux patients de récupérer certaines de ces fonctions, voire même toutes ces fonctions. Il y a des patients qui ne gardent aucune séquelle, c'est possible, parce qu'ils ont une bonne plasticité cérébrale et parce qu'ils ont un bon lit artériel et une bonne, on va dire un réseau artériel de bonne qualité. Une bonne prise en charge aussi. Une prise en charge rapide. De toute façon, la rééducation neuropsychologique et toutes les rééducations reposent sur cette plasticité cérébrale. Puisqu'en fait, les neurones qui sont encore intacts vont prendre un petit peu le relais, vont prendre le rôle des neurones qui ont été détruits par la nécrose, et donc ils vont prendre le relais pour pouvoir après retrouver des capacités cognitives. Alors, on rappelle un petit peu les capacités qui sont le plus souvent touchées par un AVC. C'est tout ce qui est capacités motrices qui vont être diminuées, perte de sensibilité. Alors, parfois qui c'est qui prend en charge la perte de la sensibilité? La rééducation. La rééducation. Mais ça, c'est purement physique ou c'est des transmissions neurologiques? Alors moi, pour faciliter la compréhension du problème au patient, qu'est-ce que je dis? Par exemple, si le chemin qui mène d'ici jusqu'à vous, il est interrompu, on peut emprunter d'autres chemins. Ça, c'est la plasticité cérébrale. Exactement. Alors, c'est la capacité ou la faculté du cerveau à réorganiser des réseaux neuronaux intacts pour venir suppléer le capital lésé. D'accord. D'accord. Okay. Parce qu'on a des milliards, normalement, de neurones. En fait, on réapprend à vivre. En quelque sorte. On réapprend à marcher. C'est comme un enfant. Heureusement, sinon, parce que les neurones ne se multiplient pas. D'accord. Alors, après une affection qui touche le cerveau, s'il y a par exemple une perte du capital neuronal, alors s'il n'y avait pas cette plasticité, normalement on est condamné, on ne peut pas le... Mais qu'est-ce que par exemple de l'évidence du quotidien pour nous qui sommes en bonne santé, on va dire, et finalement une personne qui va subir un AVC va perdre des choses très simples du quotidien, qui nous paraissent pour nous, mais tellement évidentes. Et quand on a une personne proche qui a subi un AVC, qui revient à la maison, qu'est-ce qui surprend le plus souvent l'entourage? Ce qui surprend le plus souvent, je pense que c'est le degré du handicap. Comme je vous disais tout à l'heure, la plupart des patients qui présentent un AVC, ils ont une hémiplégie. Oui, ça c'est évident. Oui, mais ce que je veux dire par là, bien que avoir une hémiplégie, être quelqu'un d'actif avant l'AVC, avoir une hémiplégie, être complètement dépendant de son entourage, parfois ne pas pouvoir communiquer nos besoins. Quelqu'un qui a perdu la parole, et s'il veut juste aller aux toilettes, ça sera compliqué pour lui. Donc, il ne pourra pas l'exprimer. Donc c'est une dépendance totale. À réorganiser. Ça, c'est une dépendance totale à réorganiser. Mais par exemple, une personne, tout ce qui est trouble de la mémoire, par exemple, les troubles de la mémoire, chez une personne qui a subi un AVC, et physiquement, presque, on a l'impression que cette personne est, entre guillemets, normale. Mais elle présente des troubles de la mémoire, elle présente une perte de sensibilité, elle présente des difficultés de pensée, d'attention. Et ça, on va dire, pour nous, c'est moins visible et moins évident qu'un trouble physique.
On va avoir des troubles quand même cognitifs qui vont être très visibles, c'est ce qu'on appelle l'apraxie. L'apraxie, c'est une difficulté dans l'exécution d'un mouvement, et plus particulièrement d'un geste. Donc ça va être des patients qui vont être dans l'incapacité d'utiliser des objets de la vie courante, tels que par exemple le téléphone, utiliser des ustensiles de cuisine. Et donc là, on en vient aussi vraiment à la perte d'autonomie du patient, parce qu'il est incapable d'utiliser le téléphone, incapable de manger, incapable de faire sa toilette. Et donc là, on en vient vraiment dans une réduction de l'autonomie. Et là, du coup, c'est vraiment quelque chose de très visible. On a également aussi d'autres difficultés de type attentionnel. C'est un trouble de l'attention vraiment sévère. C'est ce qu'on appelle l'héminégligence. L'héminégligence, c'est quand le patient néglige, en fait, n'oriente plus son attention vers tout le champ visuel opposé à la lésion. Donc si on a par exemple une lésion droite, il va négliger tout le côté gauche. C'est des patients, par exemple, quand on va leur poser leur assiette, ils ne vont manger que la moitié de l'assiette. C'est pour les hommes, par exemple, ils vont raser que la moitié de leur visage. C'est des personnes qui peuvent... Mais on s'en rend pas compte avant ou si? Si, c'est quand même assez visible. C'est des personnes qui vont se cogner contre des portes, qui ne vont pas avoir des obstacles. Et ça peut vraiment être une source d'handicap, puisque ça peut être dangereux pour eux. Et puis surtout, ils sont là aussi complètement dépendants pour faire leur toilette, pour manger. Alors cette réadaptation aussi de l'environnement dans lequel ces personnes évoluent est très importante. On va revenir sur ce point, et notamment sur la rééducation orthophonique juste après la pause. Et n'oubliez pas qu'on parle aussi de dysfonctionnement de la prostate. À tout de suite. Et on reprend ce sujet important et complexe de la prise en charge après l'AVC à court, moyen et long terme. Un panel d'experts pour vous expliquer justement leurs approches, leurs techniques et l'importance de leurs interventions pluridisciplinaires sur le plateau d'On se dit tout sur Média TV. Et puis après, je recevrai le professeur Koutani qui est urologue. On va parler des dysfonctionnements de la prostate, tout ça dans un but bien sûr préventif avant tout. Je retrouve mes experts. Docteur Merim Nemaoui, vous êtes neurologue, merci beaucoup d'être là. Monsieur Yahya El-Qaïti, vous êtes rééducateur ostéopathe. Et puis Sarah El-Hay, vous avez pris la place de Hind Bouamar, vous êtes orthophoniste. Hind nous a apporté son expertise de neuropsychologue. Et justement, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous pouvez retrouver toute l'émission sur mediantv.com. Alors, Sarah, vous avez pu suivre avec nous la première partie, les différentes interventions des spécialistes. Vous êtes orthophoniste. Votre intervention est très importante aussi dans le circuit de la prise en charge post-AVC. À quel moment exactement vous intervenez ? Alors nous, l'idéal, c'est qu'on parle d'une prise en charge orthophonique à domicile plus qu'en milieu hospitalier. Ceci dit, quand l'hospitalisation dure et après le passage de la phase aiguë, certainement, la rééducation s'impose. C'est-à-dire qu'on n'attendra pas 1 mois ou 2 mois d'hospitalisation pour des raisons médicales quelconques ou pour cause quelconque d'hospitalisation. Il faut quand même intervenir en milieu hospitalier. Généralement, c'est à domicile qu'on intervient. Donc, c'est après, c'est par la suite. Et en fait, vous intervenez pour tous les AVC ou pour certains types d'AVC en particulier? En général, comme le docteur a parlé déjà en avant, c'est que généralement, là où on intervient le plus, c'est quand on parle d'hémiplégie avec trouble du langage. D'accord. Quand il y a un trouble du langage apparent ou non apparent, là on intervient. Donc on ne Quand vous dites non apparent, ça veut dire? Non apparent, c'est comme par exemple quand il y a des troubles de compréhension, par exemple, ça passe un peu plus inaperçu qu'un trouble du langage. On parle aussi des difficultés de mémoire quand on n'a pas, heureusement maintenant on a les neuropsychologues, mais avant quand ils étaient moins, donc là c'était les orthophonistes qui faisaient le travail de la rééducation de la mémoire, de l'attention et de la concentration. Mais qui c'est qui pose le diagnostic et qui oriente vers l'orthophoniste? Parce que vous avez dit il y a des troubles de la parole qui sont évidents et d'autres qui sont beaucoup moins évidents et moins perceptibles. Est-ce que c'est le neurologue qui pose le diagnostic, qui soupçonne? Oui, en général, le neurologue, une fois qu'on voit le malade et qu'on le revoit, on se rend compte qu'il y a des troubles du langage qui sont évidents. Quand il y a une aphasie, c'est vraiment la perte totale du langage. Là, bien sûr, c'est évident, on oriente directement. Quand il y a des troubles du langage beaucoup plus fins, on va dire, on a besoin de tests, on a besoin de l'avis de l'expert, donc on adresse directement vers l'orthophoniste. Alors justement, face à un trouble du langage, ou face à une perte de langage totale, est-ce qu'on peut retrouver des capacités? Effectivement, la rééducation, vous avez parlé tout à l'heure de la plasticité cérébrale, ça c'est un effet, si je puisse dire, un effet miracle, parce que de toutes les manières, c'est cette fonction-là, c'est cette capacité-là
du cerveau qui nous permet de retracer d'autres chemins et donc par la suite de récupérer un langage. Moi, je dis toujours aux patients, récupère un langage au maximum à 90%, parce que c'est vrai que le trouble du langage reste visible de temps à autre, avec la fatigue, avec des difficultés quelconques de santé, avec un trouble d'inattention. On reste un petit peu on manque toujours d'affinité au niveau du langage, mais ceci dit, oui, la récupération peut se faire si la rééducation et si la prise en charge est précoce. Il faut vraiment souligner ce point-là. Alors, ce qui est important peut-être aussi dans cette prise en charge, et dans toutes les prises en charge, c'est l'implication de la famille et de l'entourage. Effectivement. Pour vous, en tant qu'orthophoniste, une fois que vous travaillez avec le patient, soit à domicile, soit dans votre cabinet, est-ce que vous donnez ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des exercices ou des consignes à l'entourage? Comment il faut continuer à faire développer cette plasticité à la maison concernant le langage en particulier? Alors oui, effectivement, ça c'est un point très très important en rééducation orthophonique, parce que moi je dis toujours à la famille des patients, c'est que moi je fais que guider et le travail se fait à la maison. De toutes les manières, on ne peut jamais être présent 24 heures sur 24 avec le patient. Nous, on est présent maximum 3 fois par semaine pendant des séances qui durent maximum 1 heure, 3 quarts d'heure, si ce n'est pas, ça dépend de la capacité du patient. Donc il faut donner des choses à la maison, il faut l'implication de la famille. Par exemple, les personnes qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez leur Alors la proposer? majorité des cas, la première chose à travailler, c'est qu'on essaie de récupérer déjà la motricité au niveau de l'articulation. Donc là, on parle de tout ce qui est articulation, tout ce qui est affinité. Par exemple, ne serait-ce que donner des choses à mâcher si là, le patient toujours est apte à faire le mouvement. On essaie de travailler ne serait-ce que gonfler les joues, faire des petites grimaces. Par exemple, s'il y a des petits-enfants chez un grand-père ou une grand-mère, donc avec les petits-enfants, on essaie de grimacer, de faire travailler tout ce qui est musculature bucco-faciale. Mais est-ce qu'il faut forcer la personne qui a fait un AVC à le faire? C'est-à-dire, et on le disait pendant le break, le volet psychologique est souvent vraiment touché après un AVC, parce que c'est presque faire le deuil de sa bonne santé. Alors, effectivement. Voilà. Est-ce qu'il faut forcer la personne, la forcer à parler au-delà de la stimulation, mais véritablement... Alors, quand on parle de forçage, on est vraiment dans... c'est comme si on parle du bourrage de crâne. Alors, on ne peut jamais forcer une personne à faire des choses qu'elle ne veut pas. Mais c'est important pour elle. Oui, c'est important. Et c'est frustrant pour l'entourage. D'où le rôle des spécialistes. Hein. C'est-à-dire que nous, autant que spécialistes, on a cette adéquation, cette capacité à faire comprendre aux patients, même si on a l'impression qu'ils ne nous comprennent pas, mais ils comprennent l'importance des choses. Donc, automatiquement, on a ces patients-là qui adhèrent. Ils n'adhéreront pas toute la rééducation, pas pendant. Il y a des phases où le patient est très adhérent, il y a des phases de dépression qu'on appelle des phases évolutives en plateau. Et donc là où le patient est vraiment en stagnation, ne veut plus rien faire, il n'a plus envie de travailler, il en a un petit peu, il est un peu fatigué de ce rythme qu'avec les rééducateurs. Donc là, c'est le rôle aussi de la famille, à l'encourager, à lui faire ressentir cette estime de soi qu'il a un petit peu perdue, parce qu'il a perdu sa capacité à marcher, à parler, à travailler et tout ça. Donc c'est un rôle un petit peu plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Hein. Alors, docteur Meriem, justement, oui, pour vous en tant que neurologue, est-ce que la prise en charge psychologique est également importante et nécessaire dès le départ? Effectivement, on assiste très souvent à l'installation d'une dépression juste après la survenue de l'AVC, de par la lésion cérébrale, les dégâts qu'elle peut faire sur le corps du patient et le fait que le patient perde son autonomie de façon assez brutale. Absolument. C'est ça le problème. Donc, perte d'autonomie, le patient... Parce qu'on l'avait dit lors de la précédente émission, ça c'était vraiment la sensibilisation, c'est que malheureusement, on ne peut pas vraiment prévenir l'AVC. Malheureusement, il y a des façons de le prévenir, bien sûr, en jouant sur les facteurs de risque cardiovasculaires, mais parfois... Sur l'hygiène de vie, mais voilà, parfois c'est inévitable. C'est l'âge, c'est les maladies cardiaques et autres, et la sédentarité notamment. Donc, une fois que le patient est rentré à la maison, il faut qu'il soit entouré. C'est très très important. Le rôle de la famille ici, il est primordial. La famille, le conjoint, les enfants, les petits-enfants, tout ça, c'est très très important. Il ne faut pas le négliger. Il ne faut jamais laisser une personne qui a un AVC toute seule dans une chambre pour se reposer. Alors ça, on l'entend souvent. Justement, malheureusement, il ne faut pas le faire. En préparant l'émission, j'ai lu une phrase qui est très simple, mais qui est très révélatrice en fait, et qui dit beaucoup. C'est ne serait-ce qu'aider la personne à se changer tous les jours et ne pas la laisser en pyjama toute la journée. Exactement. Il faut rythmer la journée, il faut parler avec la personne, même si elle ne vous parle pas, même si elle a du mal à communiquer, il faut être à l'écoute.
des patients. Il faut les entourer. Et bien sûr, si on remarque que la personne qui est victime d'un AVC commence à avoir un fléchissement on va dire de l'envie de vivre. Oui. On remarque qu'elle pleure souvent. On remarque parfois, ça s'exprime pas forcément par des pleurs. Il s'énerve, il n'arrive pas à dormir. Tout ça, c'est des signes qu'il faut rapporter au neurologue. Parfois, ça nous est rapporté par les rééducateurs. Parfois, ça nous est rapporté par les orthophonistes. Parfois, ça nous est rapporté par les neuropsychologues. Et très souvent par la famille. D'accord. À ce moment-là, on peut aider ce patient. On peut lui donner un antidépresseur. Et là, je vous jure que la vie du patient change. Il y a des antidépresseurs qui améliorent la plasticité cérébrale. Donc, c'est mieux. Très souvent, on les prescrit. Parfois, on a du mal à les prescrire parce que c'est des patients polymédicamentés. Mais dès qu'on voit qu'il y a un changement du caractère du patient, il ne faut pas hésiter à en parler au neurologue. Parfait. Pour finir, peut-être, on revient à vous, Monsieur Yahya El-Qaïté. Ce qui est important aussi, c'est que ce retour à la maison, c'est aussi un réaménagement du domicile, parce que la protection de l'individu, pour ne pas empirer sa situation et ne pas provoquer d'autres accidents, est importante. Qu'est-ce que vous conseillez aux familles? Alors, je rejoins mes deux amis pour déjà le rôle de l'implication de la famille dans la prise en charge du patient à domicile. D'accord? Alors, moi, ou le rééducateur de façon générale, on donne des conseils à la famille pour venir en aide aux patients victimes d'un AVC, mais tout en respectant normalement la liberté du patient. Si le patient ne veut pas coopérer, on ne peut pas le forcer à le faire. Très bien, ça c'est, on va dire, c'est vraiment un sujet à débattre. Ouais. On ne peut pas trop rentrer dans ce point-là pour le moment. On arrive vraiment vers la fin de l'émission, mais si on peut vraiment aller vers le conseil, comment on réaménage? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux téléspectateurs qui ont un membre de la famille victime d'un AVC? Comment réorganiser la maison? Alors, il faut déjà commencer par l'accessibilité normalement au sein du domicile, d'accord? Alors, tout ce qui peut heurter normalement le déplacement du patient atteint d'un AVC, il faut essayer de l'écarter. D'accord. Alors, si ça dépend, est-ce qu'il est mobile? Parce qu'il y a trouble de l'attention, trouble de la mémoire, exact. Voilà. Même un trouble moteur, il peut piétiner par exemple contre un rien du tout, il peut se casser par exemple facilement, ou ça va se répercuter aussi sur l'évolution du patient sur le plan neuromoteur. D'accord. Alors tout ce qui vient barrer normalement une bonne évolution du patient, il faut l'écarter. D'accord. Est-ce qu'il faut changer le patient de pièce, de chambre? Ou bien c'est important dans son développement de le laisser dans sa pièce, lui, dans sa chambre? Ça dépend. Normalement, si le patient, par exemple, il doit emprunter un escalier pour remonter à sa chambre, ça va poser un problème. Il faut lui faire comprendre, mais toujours en complicité avec le patient lui-même. Il faut qu'il accepte déjà. Pour changer de pièce, normalement, ça paraît facile. Mais pour lui, normalement... Mais justement, d'où la question, voilà. Alors, il faut essayer normalement, il ne faut pas nier le rôle du patient. S'il accepte quelque chose, il va l'accepter. Sinon, il ne faut pas le forcer. Il ne faut pas le forcer, mais comment l'amener vers l'acceptation? Parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il ne l'accepte pas, ou bien, très bien, on le laisse tranquille. Déjà, il faut lui faire comprendre le pour et le contre de la chose. D'accord? Alors, si on voit que l'État le permet, tant mieux, sinon on peut avoir le conseil des autres équipes de la prise en charge. D'accord. Très bien. Donc en fait la prise en charge est pluridisciplinaire, et puis en même temps toute la prise en charge se fait en continu entre vous aussi, c'est-à-dire la communication continue entre vous. Bien sûr. C'est important. C'est très important. De toute façon, le patient, il est amené à reconsulter chez le neurologue. On va dire, tous les 2 mois, ça dépend en fait de son état. Absolument. Le rééducateur le voit 3 fois par semaine, au moins. On va dire 3-4 fois par semaine. L'orthophoniste également. Normalement, c'est une prise en charge qui est pluridisciplinaire. On essaye de la garder et de garder le cap parce que le patient abandonne. Et c'est ça le problème. Eh bien, et justement, on a tout fait aujourd'hui pour démontrer l'importance de la prise en charge, de l'importance de l'implication de tous les spécialistes. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté l'invitation d'On se dit tout. Merim Nemaoui, vous êtes neurologue. Yahya El-Qaïté, vous êtes rééducateur ostéopathe. Sarah El-Hay, vous êtes orthophoniste. Et Hind Bouamar, vous êtes neuropsychologue. Elle nous a quittés il y a quelques instants. Mais voilà, vous pouvez la retrouver sur média1.com pendant la première partie de l'émission. Je vous retrouve moi dans un petit
petit moment avec le professeur Koutani Abdellatif où nous allons parler des dysfonctionnements de la prostate. À tout de suite. Et on reste avec vous sur le plateau d'On dit tout sur Médien TV. On enchaîne cette fois-ci avec les dysfonctionnements de la prostate. Et nous allons en parler avec vous, professeur Koutani Abdellatif. Vous êtes professeur d'urologie à la faculté de médecine de Rabat. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Donc, on y va pour comprendre les problématiques ou les dysfonctionnements de la prostate. On a l'impression, professeur, qu'à partir d'un certain âge, cette glande pose beaucoup de problèmes aux hommes. On va y aller étape par étape avec vous. D'abord, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la prostate, c'est une glande. Quand on dit glande, c'est une motte de chair qui se trouve entre la vessie et le canal par où sortent les urines. Donc, c'est un carrefour de passage obligatoire. Quand on dit glande, elle a une sécrétion interne, une sécrétion externe, et c'est surtout son emplacement, sa situation par rapport à l'anatomie normale. Quand il est malade, il cause des problèmes pour le patient. Quand je dis patient, c'est patient de sexe masculin. Masculin. Alors j'entendais un spécialiste une fois dire, en parlant de la glande, que son plus gros problème, c'est sa localisation. Si cette glande n'était pas située là où elle est, elle poserait moins de problèmes, parce que justement, vous l'avez dit, c'est un point de passage des mictions et tout ça. Et donc, c'est ce qui fragilise cette glande. Exactement. C'est son niveau, c'est sa situation anatomique. S'il était placé, par exemple, sous la peau, il ne causerait pas de problème. Mais à quoi elle sert exactement? Pourquoi elle est située à ce niveau-là? Très bien. C'est pas tellement la situation, mais la proximité par rapport à l'appareil génital. Alors, la prostate, la grande question, elle sert à quoi? Exactement. Il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est un tout petit peu difficile de définir le rôle de la prostate. La preuve, c'est qu'on peut avoir des enfants sans avoir de prostate, parce que la femme peut être fécondée sans qu'il y ait de prostate. On n'a pas besoin du liquide prostatique pour avoir un enfant. La deuxième, c'est qu'il n'est pas... Pourquoi il y a des hommes qui naissent sans prostate? Non, on peut avoir des enfants sans avoir de prostate, c'est-à-dire un patient qui était déjà opéré pour sa prostate qui a été enlevée, on peut prélever un spermatozoïde dans son testicule et féconder avec sa femme. D'accord. Okay. Mais la fécondation, elle peut se faire naturellement? Non, naturellement non. Naturellement non. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que le liquide qui existe au niveau de la prostate, qui participe à la formation du sperme, n'est pas indispensable pour la fécondation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, elle n'est pas indispensable à la continence. Et il y a certains des téléspectateurs, ils vont être surpris, c'est vrai, parce qu'un patient opéré et qui fait une incontinence urinaire, c'est-à-dire il va perdre ses urines, il va croire que c'est l'ablation de la prostate. En fait, c'est pas vrai. C'est que l'opération a entraîné un dommage pour le sphincter, c'est-à-dire le verrou qui ferme les urines. Et alors donc, c'est un problème d'opération et non pas de prostate. Exactement. D'intervention, c'est un problème d'intervention. Alors maintenant, la question, il sert à quoi cette prostate? Il faut dire que c'est encore difficile de parler de son rôle, mais une chose est sûre, c'est que la prostate, il sécrète des substances qui sont bactériostatiques, par exemple le citrate de zinc. Bactériostatique, c'est-à-dire il empêche la prolifération des microbes, et c'est ça qui explique en partie la fréquence de l'infection chez la femme par rapport à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il a moins d'infections que la femme. Elle a un rôle protecteur, en fait, un rôle de barrière. Exactement. En quelque sorte. Peut-être elle a d'autres rôles, mais encore jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Mais c'est une spécialité qui existe depuis quand, justement? Depuis combien de temps? L'urologie. Oui, l'urologie, c'est une spécialité qui existe depuis l'existence de la médecine. Seulement, elle a été assimilée à la chirurgie générale. Et depuis le 19e siècle, il y a eu une séparation, urologie à part et chirurgie, l'autre chirurgie. Alors, vous dites, en tant que spécialiste, en tant que professeur d'urologie, que le rôle de la prostate n'est pas encore véritablement connu, mis à part ce rôle éventuellement de protection, de barrière protectrice pour les hommes. Et pourtant, c'est une spécialité, vous dites, qui remonte à la nuit des temps. Oui, mais la prostate, elle est vieille comme l'humanité parce qu'elle fait partie de l'homme. Absolument. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas à quoi il sert exactement. Mais elle donne pas mal de dysfonctionnements. Ah, ça c'est sûr. Absolument. On va parler justement de ces dysfonctionnements. Quelles sont les principales pathologies qui touchent la prostate et à partir de quel âge? Et ça, c'est le gros point de la discussion, parce que la pathologie prostatique est fréquente. Il faut savoir que à peu près 25 à 30% de notre activité d'urologie
c'est les pathologies prostatiques. Alors cette pathologie prostatique se représentée par 3 grands volets. Les infections, qu'on appelle les prostatites, aiguës et chroniques. C'est les infections urinaires? Les infections urinaires chez l'homme, du bas appareil urinaire chez l'homme, parce qu'il y a le haut appareil, c'est le rein. Alors le bas appareil, c'est la vessie et la prostate chez l'homme. Alors il y a les prostatites, aiguës et chroniques, et puis il y a les hypertrophies bénignes de la prostate, c'est ce qui est connu communément sous le terme d'adénome de la prostate, et puis il y a le grand volet de cancer de la prostate. Alors, est-ce qu'il y a un âge, on va dire, où la glande de prostate est plus sensible à ces dysfonctionnements? Très bien. On va prendre point par point. Pour ce qui est de l'infection, c'est ce qu'on appelle prostatite aiguë, c'est assez fréquent. Alors il peut toucher le sujet jeune, de moins de 25 ans, ou même 30 ans, 35 ans, et généralement c'est en rapport avec une transmission d'infections sexuelles. Les infections ou les prostatites chez le sujet âgé, c'est surtout dû à un dysfonctionnement obstructif de l'appareil urinaire. Mais chez les hommes plus jeunes, c'est plutôt des MST? Exactement, c'est des IST, c'est des infections sexuellement transmissibles. Alors, comment ils se manifestent? C'est généralement le patient, il se présente dans un tableau de pseudo-grippal. Il croit qu'il a la grippe, en fait, c'est pas la grippe. Il y a un élément qui est contre la grippe, il n'y a pas d'écoulement nasal. Et puis, il a des troubles urinaires, genre brûlure à la miction. Et puis surtout, il y a de la température à 39-40 de température. Généralement, c'est des patients qui répondent très bien aux antibiotiques. Encore faut-il choisir le bon antibiotique et la durée exacte. Mais dans ce cas-là, est-ce que ces patients atterrissent chez vous ou vont plutôt chez un ORL parce qu'il y a un syndrome grippal, ou plutôt chez un généraliste, ou plutôt simplement en officine pour de l'automédication simple? C'est une excellente question. Ces patients, ils vont généralement aux urgences parce qu'ils font de la fièvre. C'est 39-40. Du jour au lendemain, il est fébrile, il chauffe, donc il se présente. Donc n'importe quel médecin, qu'il soit urgentiste, généraliste ou urologue, il peut être confronté à cette pathologie, la prostatite aiguë. Je crois que j'ai répondu à la question. Mais justement, est-ce que tous les spécialistes réagissent et posent toutes les questions nécessaires pour creuser et savoir si au-delà de la fièvre et au-delà de l'écoulement du syndrome grippal sans écoulement nasal, est-ce qu'il y a un problème urinaire? Est-ce que les spécialistes posent la question? Malheureusement, non. C'est une sensibilité, pardon, plutôt de l'urologue. Malheureusement, non. Parce qu'il faut toujours, parce que quand on dit fièvre, syndrome pseudo-grippal, c'est que c'est un patient qu'il faut examiner, il faut examiner complètement, c'est-à-dire il faut lui poser des questions et il faut voir s'il a des troubles urinaires. Et puis il y a quand même un examen de la prostate qui ne trompe pratiquement jamais. Le fait d'avoir de la fièvre avec des troubles urinaires chez un homme, un toucher rectal amène au diagnostic comme ce que vous voyez sur l'image. On peut toucher la prostate à travers le rectum et c'est un geste qui est très facile que n'importe quel médecin peut pratiquer et ça amène au diagnostic et trompe pratiquement jamais. Alors si le diagnostic n'est pas bien posé, si la prise en charge n'est pas efficace, est-ce qu'il y a un risque de récidive de ces infections? Infection récidive, non. Je ne crois pas. Il y a, quand on traite l'infection correctement, quand j'ai dit bien correctement, parce que traiter correctement, c'est choisir le bon antibiotique et la durée de l'antibiothérapie. Et c'est ça l'erreur que font de temps en temps des médecins, c'est que la prostatite aiguë, ce n'est pas une angine. Ça ne se traite pas par n'importe quel antibiotique. Il faut choisir le bon antibiotique qui diffuse dans la prostate. Et puis, ce n'est pas un traitement de 5 jours. C'est minimum, le consensus actuellement, c'est le minimum 12 ou 15 jours d'antibiothérapie. Bon, je ne suis pas là pour, bien sûr, prendre la défense de qui que ce soit, mais il y a aussi une part de responsabilité de la part du patient. Certains patients ont tendance parfois à arrêter le traitement dès l'arrêt des symptômes. Ça, c'est le rôle de la sensibilisation du médecin. Il faut lui dire, s'il ne prend pas le traitement le temps qu'il faut, c'est qu'il va évoluer vers une prostatite chronique. Et la prostatite chronique, est généralement, parfois, il pose énormément de problèmes thérapeutiques et c'est des patients qui traînent de médecin en médecin parce qu'il y a une pérennisation de l'inflammation. La prostatite chronique, c'est qu'on passe de la phase aiguë. Alors, il n'y a plus de fièvre, mais le patient, il présente une gêne urinaire permanente, il se réveille plusieurs fois la nuit pour uriner, il a des douleurs au niveau du pelvis. Est-ce que ce n'est pas le même symptôme que l'hypertrophie de la prostate? Mais ce n'est pas le même âge. C'est pas le même âge. D'accord. On enchaîne justement sur l'hypertrophie de la prostate. Ça, c'est vers quel âge que ça se déclare? Alors, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est je peux dire qu'actuellement, c'est bien admis, c'est une évolution naturelle de la prostate.
La preuve, c'est que ça commence à 55 ans, microscopique, c'est-à-dire on ne la voit pas à l'œil nu, à 55 ans. Okay. Et pratiquement tous les hommes, c'est une forme de vieillissement de la glande. Okay. C'est comme les cheveux blancs de la glande prostatique. Alors il commence à s'hypertrophier, microscopique à 55 ans, et puis il grossit, à 60 ans il devient symptomatique. Alors comment symptomatique? Le patient commence à présenter des signes. Et c'est là ce que j'ai expliqué tout à l'heure par l'anatomie, c'est son emplacement dans un carrefour très sensible qui fait que le patient, il va être très tôt se rend compte qu'il a quelque chose qui ne va pas au niveau de son appareil Parce urinaire. que ça grossit, donc ça gêne. Ça gêne le passage des urines. Il y a les deux joues prostatiques, comme on voit sur l'image, à droite. Les deux joues prostatiques, le lobe droit et le lobe gauche, qui vont se toucher et qui vont boucher le canal. Donc ça, c'est la prostate normale. Et ça, c'est la prostate qui grossit avec l'âge. C'est un processus naturel. Mais justement, si c'est un processus naturel, donc anticipable par le médecin, et si on donne l'information au téléspectateur par le patient également, est-ce qu'on peut prévenir les symptômes désagréables? Ok. Prévenir, c'est-à-dire penser que tous les hommes vont développer une hypertrophie bénigne de la prostate ou l'adénome. Mais prévenir, je ne crois pas, parce que c'est une forme, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun médicament qui va faire fondre cet adénome de la prostate. Seulement, ça commence à se manifester. Le plus important, c'est qu'il faut se présenter au médecin dès que ça commence. Alors les symptômes, c'est quoi? C'est à partir de la soixantaine, le patient commence à avoir une gêne, genre se réveiller plusieurs fois la nuit. C'est pas normal, se réveiller plusieurs fois la nuit, 3-4 fois la nuit, uriner 4-5 fois le jour, c'est pas normal. Et puis le signe qui gêne le plus, c'est les difficultés à sortir les urines, c'est-à-dire une difficulté de démarrage pour uriner. Mais ça veut dire quoi, que ça va s'installer à vie? Ah oui. C'est que si le patient est, comme on dit nous, dysurique et il a des difficultés à sortir les urines, ça va en s'aggravant. Mais il n'y a rien à faire pour ces hommes? Non, attendez. S'il laisse comme ça, ça va aboutir à la rétention aiguë, c'est-à-dire le blocage complet qui va nécessiter la mise en place d'une sonde dans la vessie. Mais quand vous dites s'il laisse, un homme est capable de rester comme ça combien de temps? Ah oui, s'il n'est pas sensibilisé, il ne veut pas voir le médecin peut-être, s'il n'est pas conscient du trouble qu'il a, il va continuer. C'est gênant? Ah oui, c'est gênant, mais pour lui, du moment qu'il arrive à uriner, à vider sa vessie, parce qu'il pousse pour sortir les urines, tant qu'il arrive, il ne va pas chez le médecin. Mais je crois que les choses ont changé, les gens sont actuellement sensibilisés, ils consultent, tous les médecins connaissent le problème de la prostate. Mais s'il y a un message important à passer aujourd'hui par rapport à cela, parce qu'un homme, il ne faut pas qu'il laisse sa santé se détériorer. Là, on est en train de consacrer vraiment ce rendez-vous santé avec vous pour passer ce message aux hommes. On parle de leur prostate. S'il y a vraiment quelque chose, une notion importante à retenir aujourd'hui, ça serait quoi pour vous, professeur Kouhtani? Très bien. Alors, dès qu'il commence à sentir que sa miction ne va pas bien comme avant, c'est-à-dire il commence à se réveiller la nuit anormalement pour uriner, il commence à avoir une gêne au démarrage de la miction, c'est-à-dire les urines sortent difficilement, alors là, je crois qu'il est obligé d'aller consulter un médecin généraliste ou un urologue de préférence. Alors vous l'avez dit, l'autre volet important de ces pathologies, c'est la pathologie cancéreuse de la prostate. On ne peut pas la passer rapidement, ça c'est un sujet à part entière, mais voilà, donc vous avez dit, vous avez tiré la sonnette d'alarme, attention aux troubles de la miction chez les hommes. Il ne faut pas laisser traîner les choses, il faut aller consulter. Merci beaucoup, professeur Kouhtani Abdellatif. Vous êtes professeur d'urologie à la faculté de médecine de Rabat. Un grand plaisir de vous avoir reçu sur le plateau d'On se dit tout sur Médien TV. À très vite, nous on se retrouve bientôt. Un grand merci à vous, bien sûr, pour votre fidélité et un grand merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer et à réaliser cette émission. À très vite, au revoir.